Ce qu'il voit en toi maintenant, c'est exactement ce qui le détruit. Et tu ne le sais même pas encore. Il te regarde, pas comme avant. Pas avec ce regard possessif qui te scrutait pour trouver tes failles. Non, il te regarde différemment maintenant, avec quelque chose que tu n'as jamais vu dans ses yeux pendant toutes ces années passées à ses côtés. De la peur. Une peur profonde, viscérale, qu'il ne comprend pas lui-même. Parce que la femme qu'il voit aujourd'hui n'est plus celle qu'il a brisée. Et c'est précisément ça qui le détruit de l'intérieur. Carl Jung avait prédit exactement ce moment. Il avait écrit que lorsqu'une âme blessée traverse le processus d'individuation et retrouve son soi authentique, elle devient une force que le narcissique ne peut plus ni contrôler, ni manipuler, ni même approcher, sans ressentir l'effondrement de ses propres illusions. Tu es devenu cette force. Et lui, il le sait. Même s'il ne te le dira jamais. Je m'appelle Claire. Pendant des années, j'ai travaillé avec des centaines de femmes qui ont survécu à des relations avec des narcissiques. Et l'une des choses les plus puissantes que j'ai observées, c'est ce moment précis où la femme guérie se rend compte de l'effet qu'elle produit maintenant sur son ancien bourreau. Pas parce qu'elle cherche la vengeance, mais parce que sa transformation est si complète, si authentique, qu'elle devient littéralement insupportable pour lui à contempler. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce que le narcissique voit quand il te regarde maintenant, et pourquoi chaque chose qu'il perçoit en toi le détruit un peu plus. Pas par cruauté, par vérité. La vérité que Jung appelait la lumière de l'individuation. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre va changer la façon dont tu te vois toi-même. Pour toujours. Il y a quelque chose que les femmes qui ont survécu à un narcissique comprennent d'une façon que personne d'autre ne peut vraiment saisir. Tu sais ce que c'est que de te lever le matin et de te demander si tu es normal. Tu sais ce que c'est de marcher sur des œufs dans ta propre maison, de surveiller ses expressions, son ton de voix, la façon dont il pose sa tasse de café pour essayer de deviner ce qui va arriver, de t'excuser pour des choses dont tu n'étais pas responsable. D'expliquer ta douleur à quelqu'un qui utilisait tes explications comme de nouvelles munitions contre toi. Tu sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui te vidait de ta substance chaque jour, si lentement, si méthodiquement, que tu n'as pas vu partir la femme que tu étais. Un peu de confiance par-ci, un peu d'espoir par-là, jusqu'au jour où tu t'es regardé dans un miroir et tu as failli ne pas te reconnaître. Peut-être que tu as passé des nuits entières à chercher ce que tu avais fait de mal. Peut-être que tu as lu des livres, consulté des thérapeutes, parlé à des amis qui ne comprenaient pas vraiment. Peut-être que tu t'es dit pendant des années que si tu t'améliorais assez, si tu changeais assez, si tu aimais assez fort, quelque chose finirait par changer en lui. Que l'homme que tu avais cru voir au début, celui de la période où il était si parfait, si attentionné, si épris de toi, qu'il finirait par revenir. Il n'est pas revenu, parce qu'il n'a jamais vraiment existé. Et pourtant, tu es là, tu as survécu. Et non seulement tu as survécu, mais tu t'es transformé d'une façon que ni lui ni toi n'auriez pu imaginer. Et c'est cette transformation, précisément cette transformation, qui est en train de le détruire. Voilà ce dont je veux te parler aujourd'hui. Pas de sa souffrance pour que tu te venges, mais pour que tu comprennes la profondeur de ce que tu es devenu. Parce que cette compréhension est une partie essentielle de ta guérison. Quand tu sais ce que tu représentes maintenant à ses yeux, tu comprends que ce que tu as traversé n'était pas une défaite. C'était une alchimie. Et Jung, qui avait étudié les mécanismes les plus profonds de la psyché humaine pendant 60 ans, avait un mot pour décrire ce processus. Il l'appelait l'individuation. Et il avait écrit quelque chose que peu de gens connaissent, sur ce qui arrive à ceux qui gravitent autour d'une âme en cours d'individuation. Quelque chose de troublant, quelque chose qui te concerne directement. Pour comprendre ce que le narcissique voit en toi maintenant, il faut d'abord comprendre ce qu'il voyait avant. Et pour ça, il faut entrer dans la psychologie de Jung avec une profondeur que la plupart des vidéos sur ce sujet n'osent pas aller chercher. Jung avait identifié une structure psychologique fondamentale qu'il appelait le persona,
Le persona, c'est le masque social, la façade que nous construisons pour interagir avec le monde. Pour la plupart d'entre nous, ce masque est poreux. Il laisse passer notre vraie personnalité, nos émotions authentiques, nos vulnérabilités réelles. Nous portons le masque, mais nous ne sommes pas le masque. Pour le narcissique, c'est radicalement différent. Jung avait observé que certains individus développent un persona si rigide, si massif, si parfaitement construit, qu'il finit par écraser le soi authentique. L'ego du narcissique est entièrement contenu dans cette façade. Derrière le masque, il n'y a pas un homme qui souffre et qui essaie. Il y a un vide que Jung appelait le néant de l'ombre non intégrée. Et voilà le mécanisme clé que tu dois comprendre. Le narcissique n'a pas de soi authentique accessible, il a un persona brillant et un ombre qui contient tout ce qu'il ne peut pas regarder en face. Sa honte profonde, sa terreur d'être abandonné, son sentiment d'être fondamentalement défectueux, vide, sans valeur réelle. Ces éléments, au lieu d'être intégrés comme chez une personne saine, sont projetés vers l'extérieur. Et sur qui les projette-t-il? Sur la personne la plus proche de lui, sur toi. Jung appelait ce processus la projection de l'ombre. Et dans la dynamique narcissique, cette projection prend une forme particulièrement cruelle. Le narcissique voit en toi tout ce qu'il ne peut pas tolérer en lui-même. Sa vulnérabilité, il te l'attribue et te la reproche. Sa honte, il te la transfère en te disant que tu devrais avoir honte. Sa peur d'être sans valeur, il t'en convainc pour ne jamais avoir à la regarder dans son propre miroir. Pendant toutes ces années, tu n'as pas seulement vécu avec lui, tu as porté son ombre. Tu es devenu le récipient de tout ce qu'il refusait d'être. Et ça t'a épuisé d'une façon que personne d'autre ne peut comprendre, parce que tu portais non seulement ton propre poids émotionnel, mais le sien. Mais quelque chose a changé. Tu as commencé à te réveiller, peut-être progressivement, peut-être brutalement, après une trahison de trop, une humiliation de trop, un silence de trop. Tu as commencé à poser sa projection à terre, à refuser de la porter. Et là, quelque chose s'est passé dans la dynamique entre vous deux que Jung aurait reconnu immédiatement. Quand la personne qui portait la projection de l'ombre refuse de continuer à la porter, cette ombre n'a nulle part où aller. Elle revient vers son propriétaire. Et pour le narcissique, cette ombre qui revient est une catastrophe psychique de première magnitude. Voilà le premier élément que tu dois comprendre. Ta guérison a commencé à le confronter à lui-même. Pas par ta volonté, pas comme une vengeance planifiée, mais comme une conséquence mécanique, inévitable de ton processus d'individuation. Et ça, c'est seulement le début de ce qu'il voit en toi maintenant. Attends. Avant de continuer, je dois te dire quelque chose, parce que j'ai passé des années à analyser ces dynamiques, à lire Jung, à travailler avec des femmes dans ta situation. Et il y a une chose que j'entends presque toujours, une chose qui me touche profondément. Ces femmes me disent qu'elles ont honte. Honte d'avoir mis si longtemps à partir, honte d'être encore émues, encore affectées, parfois encore en colère, honte de ne pas guérir aussi vite qu'elles le voudraient. Et je veux que tu entendes ce que je dis maintenant. Cette honte n'est pas la tienne. Elle est exactement ce dont je te parlais, l'ombre qu'il t'a transférée. La guérison réelle commence le jour où tu déposes cette honte à ses pieds, là où elle a toujours appartenu. Tu n'étais pas faible, tu étais ciblé. Il y a une différence fondamentale, et Jung avait compris cette différence bien avant que la psychologie contemporaine n'ait des mots pour la nommer. Continuons. Parce qu'il y a une deuxième chose que le narcissique voit en toi maintenant, et celle-là est peut-être encore plus déstabilisante pour lui que la première. Il voit ton regard, pas le regard que tu avais avant, ce regard qui cherchait sa validation, qui scrutait son visage pour des signes d'approbation, qui s'allumait quand il te souriait et qui se voilait quand il te regardait avec indifférence. Non, ce regard-là, il ne le retrouve plus. Et son absence le perturbe d'une façon qu'il ne sait pas nommer. Maintenant, quand tu le regardes, si tu le regardes encore, il voit quelque chose d'autre, une clarté, une connaissance. Tes yeux le voient maintenant pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il prétendait être. Et être vu par des yeux qui ne sont plus dupes,
Pour un narcissique, c'est une forme de mort symbolique. Jung avait étudié ce phénomène dans ses travaux sur le miroir psychique. Il avait observé que le narcissique a un besoin primordial d'être reflété par l'autre, mais d'être reflété d'une façon très spécifique. Il a besoin que l'autre reflète son persona glorieux, pas son soi réel. Le narcissique a besoin d'un miroir déformant qui lui renvoie l'image de la magnificence qu'il revendique être. Toi, pendant des années, tu as été ce miroir, pas par faiblesse, par compassion mal dirigée, par espoir, par amour réel pour quelqu'un qui n'était pas capable d'amour réciproque. Mais tu as joué ce rôle, et maintenant tu ne le joues plus. Et quand il te regarde, au lieu du miroir déformant qui renvoyait son reflet glorifié, il voit un miroir net, un miroir qui montre la réalité. Et ce qu'il voit dans ce miroir net, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il se voit lui-même, pas le persona, pas la façade, l'homme réel, l'homme vide, l'homme qui a détruit la chose la plus précieuse de sa vie pour alimenter un ego qui n'était jamais rassasié. Et cette vision, pour un ego aussi fragile que le sien, est catastrophique. Dans les cas cliniques documentés par les successeurs de Jung, notamment dans les travaux de James Masterson sur les personnalités narcissiques, on retrouve systématiquement cette description. Le narcissique dont la victime est guérie développe des symptômes spécifiques, une agitation qu'il ne comprend pas, une quête frénétique de nouvelles sources de supply narcissique, et paradoxalement, une fixation obsessionnelle sur celle qui lui a échappé. Non pas par amour, mais parce qu'elle est devenue le symbole vivant de son échec et de sa honte. Tu ne le sais peut-être pas, mais si tu croises son regard de temps en temps, ce que tu vois dans ses yeux n'est pas de l'indifférence, c'est de la terreur déguisée. Et cette terreur est la confirmation de quelque chose d'extraordinaire que tu as accompli. Tu es devenu ce que Jung appelait une âme individuée. Et pour le narcissique, rien n'est plus dévastateur. Voici ce qu'il voit en toi maintenant, point par point. Et pour chacun de ces éléments, je vais te dire pourquoi ça le détruit. Premier élément, il voit que tu ne le supplies plus. Pendant des années, une partie de son équilibre psychologique dépendait de ta supplication. Implicite ou explicite, ta demande constante de son approbation, de son attention, de son retour, quand il te punissait par le silence, alimentait son sentiment de puissance. Cette supplication était sa drogue, son supply narcissique. Sans elle, il est comme un toxicomane en manque. Maintenant, quand il cherche les signes de ta supplication, il ne les trouve plus. Tu ne lui envoies plus ce message à 2 heures du matin. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi il t'a traité ainsi. Tu ne lui demandes plus de t'expliquer sa froideur. Et cette absence, pour lui, est physiquement douloureuse. Son système nerveux a été conditionné à attendre ce supply. Quand il n'arrive pas, il ressent un vide qui ressemble à ce que tu as ressenti pendant des années. Sauf que lui, il n'a pas les ressources pour le traverser. Deuxième élément. Il voit que tu as reconstruit ta vie sans lui. Cet élément est peut-être le plus dévastateur de tous, parce que l'une des certitudes fondamentales du narcissique, une certitude qu'il entretient avec soin, c'est que tu ne pourrais pas exister pleinement sans lui. Il t'a dit, de 1000 façons différentes, que tu étais perdu sans sa présence, que tu aurais du mal à trouver quelqu'un d'autre, que personne ne te comprendrait comme lui. Ces affirmations n'étaient pas des observations. C'étaient des stratégies de contrôle, des mensonges architecturaux destinés à t'empêcher de partir. Et maintenant, il voit la réfutation vivante de tous ces mensonges. Il te voit reconstruire, sourire, avancer, peut-être même t'épanouir. Et cette vision contredit violemment la narration qu'il s'est construite sur lui-même et sur toi. Si tu vas bien sans lui, ça signifie qu'il n'était pas indispensable, que tous ces discours sur ta dépendance à lui étaient des illusions. Et pour un ego construit sur la conviction d'être irremplaçable, cette réalité est un séisme. Troisième élément, il voit ton calme. Il a été habitué à ta réactivité. Quand il t'attaquait, tu te défendais. Quand il se taisait, tu cherchais à combler le silence. Quand il te blessait, il voyait ta douleur. Cette réactivité lui donnait de la puissance.
Elle lui confirmait qu'il avait de l'emprise sur toi. Ta douleur était la preuve de son importance. Maintenant, tu es calme, pas froide, pas indifférente. Calme. Et cette différence est cruciale. Tu n'as pas besoin de te protéger avec une carapace parce que tu n'es plus une cible. Ces tentatives de manipulation glissent sur toi comme l'eau sur du granit. Et il voit ce calme, et il ne comprend pas. Parce que le calme réel, le calme qui vient de la guérison intérieure, c'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti lui-même et qu'il ne peut pas produire artificiellement. Jung avait écrit que le calme de l'individuation est l'état le plus menaçant pour l'ego gonflé, parce que cet ego a besoin de tempêtes pour exister. Le calme, pour lui, est une forme de silence qui ressemble à la mort. Maintenant, je dois te parler du moment le plus crucial de toute cette dynamique, le moment qui représente le tournant absolu. C'est le moment où il a compris, peut-être pas consciemment, mais dans les profondeurs de sa psyché, que quelque chose d'irréversible s'était produit, que tu n'étais plus la même femme, que les règles du jeu avaient changé de façon permanente. Ce moment a eu des signes annonciateurs que tu as peut-être remarqués sans les nommer. Il y a eu, à un moment donné, un changement dans son comportement. Soit une tentative de retour avec une intensité inhabituelle. Une intensité qui ressemblait au love bombing du début, mais qui sonnait creux, artificiel, désespéré. Soit, à l'inverse, une froideur nouvelle, presque défensive. Comme s'il essayait de se protéger de quelque chose en toi. Ces deux réactions sont les deux faces du même phénomène. Le narcissique qui sent qu'il a perdu son emprise. Le tentative de retour, c'est le hovering désespéré, l'aspiration frénétique qui essaie de te ramener dans son orbite. La froideur défensive, c'est la tentative de minimiser l'importance de ce qu'il ressent en construisant une distance artificielle. Dans les deux cas, il réagit à ce qu'il perçoit en toi. Et ce qu'il perçoit, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de lui. Et pour un être dont toute la construction psychologique repose sur être nécessaire, être indispensable, être au centre, cette perception est existentiellement menaçante. Jung appelait ce type de crise une nuit de l'ego. Un moment où les défenses de l'ego s'effondrent temporairement et où l'individu est confronté à la réalité de son soi intérieur. Pour une personne psychologiquement saine, cette nuit est douloureuse mais productive. Elle mène à la croissance. Pour le narcissique, cette nuit est terrifiante et stérile, parce qu'il n'a pas les ressources intérieures pour traverser l'obscurité et trouver la lumière de l'autre côté. Il n'a jamais développé ces ressources. Il s'est toujours contenté de les voler chez les autres, et maintenant tu ne les lui fournis plus, et il est seul dans sa nuit. Voici la quatrième chose qu'il voit en toi, et peut-être la plus profonde de toutes. Il voit ta joie. Pas le bonheur performatif, pas la joie qu'on affiche pour montrer qu'on va bien, mais une joie tranquille, ancrée, qui émerge de l'intérieur. La joie de quelqu'un qui a retrouvé le contact avec son soi authentique après une longue période de déconnexion. Cette joie est particulièrement insupportable pour le narcissique, pour une raison que Jung avait identifiée avec une précision clinique. Le narcissique est incapable de joie authentique. Il peut ressentir le plaisir de la victoire. Il peut ressentir la satisfaction de la domination. Il peut ressentir l'excitation de la conquête. Mais la joie tranquille qui vient de l'intérieur, sans avoir besoin de se nourrir de la souffrance ou de l'admiration des autres, elle lui est fondamentalement inaccessible. Quand il voit ta joie, il voit quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir. Et cette vision, pour un être dont la vie entière est une quête de sensations fortes destinée à remplir le vide intérieur, est une torture d'une qualité particulière. Parce qu'elle lui confirme, à chaque fois qu'il t'observe, que ce qu'il cherche si frénétiquement et si vainement, tu l'as trouvé. Pas grâce à lui, en te libérant de lui. Jung avait écrit dans son journal que les êtres les plus solitaires de l'humanité ne sont pas ceux qui n'ont personne, mais ceux qui sont entourés de monde et incapables de véritable connexion. Le narcissique est ce type de solitude.
Il peut changer de partenaire, de cercle social, de ville, mais cette solitude intérieure, cette incapacité à se connecter vraiment à quoi que ce soit d'authentique, elle le suit partout. Et en voyant ta joie, il voit le reflet de tout ce qu'il n'est pas. C'est ça, la cinquième chose qu'il voit en toi et qui le détruit. Il voit la preuve vivante de ce qu'il aurait pu être, de ce qu'il aurait pu avoir, s'il avait choisi l'intégrité plutôt que la manipulation. S'il avait choisi la connexion authentique plutôt que le contrôle, s'il avait choisi de regarder son ombre en face plutôt que de la projeter sur toi. Cette preuve, tu l'incarnes simplement en étant ce que tu es devenu. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne avec quelque chose de profond en toi, je voudrais te demander quelque chose. Pas d'abonnement, pas de partage. Quelque chose de plus simple et de plus significatif. Si cette chaîne t'a accompagné dans des moments difficiles, si les analyses de Jung que je partage ici t'ont aidé à nommer ce que tu vivais, si parfois une vidéo t'a donné la force de tenir une journée de plus, alors considère laisser un super thanks. Même le plus petit, ce n'est pas un abonnement, c'est un geste unique et il me permet de continuer ce travail. Parce que cette chaîne n'est pas une entreprise, c'est ma façon de rendre ce que j'ai reçu. Chaque analyse que je partage ici, chaque concept de Jung que je traduis en mots accessibles, chaque histoire clinique que je raconte, c'est pour une femme comme toi. Pour que tu saches que tu n'es pas seul, que ce que tu as vécu a un nom, que ta souffrance était réelle et avait une cause, et que ta guérison est réelle aussi. Si cette chaîne a de la valeur dans ta vie, un super thanks est ta façon de me dire que ce travail mérite de continuer. Et je te jure que chaque contribution, même symbolique, me donne la force de continuer à creuser, à chercher, à te partager ce que Jung et la psychologie contemporaine ont de plus précieux à offrir. Tu fais partie de cette communauté. Tu es une raison pour laquelle cette chaîne existe. Et maintenant, voici ce que cette compréhension change concrètement pour toi. Parce que savoir ce que le narcissique voit en toi n'est pas seulement une information intellectuelle, c'est une invitation à un changement profond dans ta façon de te percevoir toi-même. Pendant des années, tu as peut-être internalisé son regard sur toi, ce regard qui te disait que tu étais trop sensible, trop émotive, pas assez, jamais assez. Tu as peut-être continué à porter cette image de toi-même, même après avoir quitté la relation. Comme un tatouage invisible qu'il t'avait fait et que tu n'arrivais pas à effacer. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Si ce que tu représentes maintenant à ses yeux le détruit, c'est parce que tu es devenu quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que son système psychologique ne peut pas supporter. Et ça, ce n'est pas anodin, ça mérite que tu te regardes différemment. Jung avait une façon magnifique de décrire le processus d'individuation. Il disait que ce n'est pas une arrivée, mais un devenir perpétuel. Que le soi authentique n'est pas une destination qu'on atteint un jour et où on s'installe confortablement. C'est un mouvement constant vers plus de conscience, plus d'intégrité, plus de vérité intérieure. Ce mouvement, tu l'as commencé, peut-être sans le nommer ainsi. Peut-être à travers des décisions difficiles, des deuils douloureux, des nuits où tu doutais de tout. Mais tu l'as commencé, et il ne s'arrêtera plus. Voilà ce que l'ombre de Jung nous enseigne sur la transformation. L'ombre, cette partie obscure de nous-mêmes que nous refusons de voir, ne disparaît pas quand on la fuit. Elle grandit dans l'obscurité et elle nous gouverne à notre insu. Mais quand on l'affronte, quand on accepte de la regarder en face et de l'intégrer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle cesse d'être une menace. Elle devient une source de puissance. Tu as affronté ton ombre, la partie de toi qui croyait mériter ce qu'il te faisait, la partie qui s'accrochait à l'espoir même quand les preuves criaient le contraire, la partie qui avait peur d'exister seule. Tu l'as regardée, et en la regardant, tu l'as intégrée. Et cette intégration t'a rendu entière d'une façon que tu n'étais peut-être pas avant lui. C'est le paradoxe que Jung avait compris et que peu de gens acceptent d'entendre. La relation avec le narcissique, aussi destructrice qu'elle fut, a été le creuset de ta transformation. Pas parce que la souffrance était nécessaire,
mais parce que tu as choisi de ne pas la laisser te définir. Tu en as fait un matériau, une matière première, et tu en as forgé quelque chose de nouveau. Voici maintenant la 6e chose qu'il voit en toi, la plus subtile, la plus profonde, et celle qui, selon moi, le perturbe le plus profondément. Il voit que tu n'as plus besoin de sa version de toi. Pendant la relation, il t'avait fourni une identité, pas la tienne, la sienne de toi. Il t'avait dit qui tu étais, ce dont tu étais capable, ce que tu valais. Et une partie de toi, la partie qui cherchait la validation, avait accepté cette identité comme si c'était la vérité. Maintenant, tu as une identité qui vient de l'intérieur. Une identité que tu as construite toi-même, à travers les épreuves, les deuils, les choix difficiles, les matins où tu t'es levé, même quand tout en toi voulait rester couché. Cette identité authentique, elle n'a pas besoin de son approbation pour exister, elle ne demande pas sa validation, elle ne se soucie pas de son opinion. Et pour un être dont tout le pouvoir reposait sur sa capacité à définir la réalité des autres, voir quelqu'un qui était entièrement dans sa main psychologique se construire une réalité propre, indépendante, solide, c'est une perte de pouvoir absolue. Jung avait un concept pour décrire cette autonomie identitaire. Il l'appelait l'intégrité du soi. Et il avait observé que les individus qui atteignent cette intégrité deviennent littéralement imperméables aux projections des autres. Non pas parce qu'ils sont froids ou indifférents, mais parce que leur sens d'eux-mêmes est ancré dans quelque chose de trop profond pour être ébranlé par les manipulations extérieures. Tu es en train de devenir cet ancrage. Et voilà quelque chose qui mérite d'être dit clairement, parce que je sens que tu en as besoin. Peut-être qu'il y a encore des jours difficiles, des jours où son souvenir te surprend dans un moment de faiblesse, des jours où tu entends sa voix dans ta tête, cette voix critique et condescendante, et où tu dois activement la faire taire, des jours où tu doutes de ta propre guérison. Ces jours-là sont normaux. Ils ne signifient pas que tu n'as pas avancé, ils signifient que tu es humaine et que le lien traumatique qu'il avait créé entre vous est en train de se défaire fil par fil. Ce processus n'est pas linéaire. Il a des creux et des sommets. Et chaque fois que tu traverses un creux et que tu te relèves, tu renforces quelque chose d'essentiel en toi. Jung disait que la guérison n'est pas l'absence de blessure. C'est la capacité de la blessure à devenir une porte vers une plus grande compréhension. Tes blessures sont en train de devenir tes portes. Et ce qu'elles t'ouvrent est quelque chose qu'il ne pourra jamais prendre. Il me reste une dernière chose à te révéler, la 7e et la plus importante. Il voit en toi la femme qu'il aurait voulu être capable d'aimer. Et cette révélation-là, je veux que tu la laisses rentrer lentement, parce qu'elle est complexe et elle demande d'être reçue avec soin. Je ne te dis pas qu'il t'aimait vraiment. Je ne te dis pas que ses regrets sont de la culpabilité authentique. Je te dis quelque chose de différent et de plus précis, psychologiquement parlant. Dans la profondeur de sa psyché abîmée, là où même lui n'a pas vraiment accès, il y a une conscience de ce qu'il a détruit. Pas nécessairement une conscience culpabilisante, mais une conscience de la perte, une conscience que la qualité de présence, de chaleur, de profondeur authentique que tu incarnes est quelque chose qu'il ne retrouvera pas facilement. Peut-être jamais. Les personnalités narcissiques, même les plus sévères, ont un moment de lucidité particulier que les chercheurs en psychologie clinique ont documenté. Ce moment se produit généralement après la perte de ce qu'ils appellent eux-mêmes leur meilleure source. Et dans ce moment, ils ont une conscience fugace, insupportable, de leur propre incapacité à aimer. Une conscience qu'ils noient rapidement dans une nouvelle source de supply, une nouvelle conquête, une nouvelle performance. Mais ce moment a existé. Jung avait écrit que même les âmes les plus blessées gardent en elles une image, aussi fragmentée soit-elle, du soi authentique. Une image de ce qu'elle pourrait être si elle n'avait pas choisi la défense au lieu de la connexion. Cette image, dans la psyché du narcissique, se réveille quand il te regarde, quand il te voit devenue celle que tu es. Et cette image lui dit quelque chose d'insupportable,
qu'il aurait pu choisir différemment et qu'il ne l'a pas fait. Cette conscience-là est sa prison. Et ta liberté que tu portes maintenant comme une lumière visible en est la confirmation quotidienne. La transformation que tu as accomplie a un nom dans la terminologie jungienne. Jung l'appelait l'alchimie de l'âme. Il était profondément fasciné par l'alchimie médiévale, non pas comme pratique chimique, mais comme métaphore du processus psychologique de transformation. Les alchimistes cherchaient à transmuter le plomb en or. Jung y voyait une image parfaite de ce qui se passe quand une âme traverse le feu de la souffrance et en ressort transformée. Tu as traversé le feu. Et ce qui en est sorti n'est pas une version endommagée de celle que tu étais. C'est une version plus dense, plus solide, plus authentique, du plomb transmué en or, et voilà ce que l'or représente concrètement dans ta vie maintenant. Tu sais reconnaître la manipulation avant qu'elle s'installe, pas parce que tu es devenue méfiante et fermée, mais parce que ton système nerveux a appris à lire les signaux que tu ignorais avant. Cette intelligence émotionnelle n'est pas une blessure. C'est un don acheté au prix fort, mais un don réel. Tu sais ce que tu vaux sans avoir besoin que quelqu'un te le confirme. Cette certitude intérieure, ce que Jung appelait la confiance de l'anima, est quelque chose que la plupart des gens ne développent jamais parce qu'ils n'ont jamais eu à la chercher aussi profondément en eux-mêmes. Tu l'as cherché et tu l'as trouvé. Tu sais aimer avec plus de sagesse. L'amour que tu portais avant était réel, mais il était mêlé de besoins non conscients, de schémas hérités, de blessures d'attachement que la relation avec lui a mis en lumière de façon brutale. Maintenant, tu aimes avec une clarté plus grande. Une clarté qui distingue l'amour authentique de la dépendance, la générosité de la soumission, la compassion de l'effacement de soi. Et tu sais maintenant que ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton anima éveillé. C'est ce que Jung décrivait comme la partie la plus précieuse de la personnalité féminine. La capacité de percevoir, de ressentir, de connecter à des niveaux que les personnalités moins développées n'atteignent pas. Cette sensibilité, il avait essayé de te la faire honte, de te la présenter comme un défaut, parce qu'elle le menaçait, parce qu'il ne pouvait pas la contrôler. Parce qu'elle voyait à travers lui, ta sensibilité te voyait, et maintenant, libérée de lui, elle te sert. Il y a quelque chose que j'observe chez les femmes qui arrivent à ce stade de la guérison, à ce moment où elles comprennent ce qu'elles sont devenues, et ce que ça représente pour leur ancien bourreau. Il y a un moment de basculement. Avant ce moment, elles définissaient souvent leur guérison par rapport à lui. Elles mesuraient leur progrès en termes de réduction de leur douleur à cause de lui. Elles évaluaient leur liberté en fonction de leur indépendance vis-à-vis de lui. Il restait, même dans leur guérison, le point de référence. Après ce moment de basculement, quelque chose change. La guérison devient définie par rapport à elle-même. Elles ne mesurent plus leur progrès en termes de distance par rapport à lui, mais en termes de proximité avec elle-même. Elles ne cherchent plus à ne plus ressentir de douleur à cause de lui. Elles cherchent à ressentir plus de joie à cause d'elles-mêmes. Ce basculement est ce que Jung appelait le retour de la libido vers le soi, l'énergie psychique qui était entièrement mobilisée par la relation, par la gestion du chaos narcissique, par la tentative de le réparer, de le comprendre, de s'adapter à lui. Cette énergie revient, elle revient vers toi, et ce qu'elle nourrit, c'est ta vie, ton intelligence, tes rêves, tes relations authentiques, tes projets, tes passions, tes matins qui recommencent à avoir une saveur, tes moments de grâce ordinaire, un café chaud, une promenade, le rire d'une amie, où tu réalises que tu es en train de te récupérer. Ce retour est la victoire réelle, pas la défaite de lui, ta victoire à toi. Je veux maintenant te parler d'un concept que Jung avait développé et qui s'applique directement à ce que tu vis en ce moment. Il s'agit de ce qu'il appelait l'inconscient collectif et les archétypes. Jung avait observé que certaines images, certains patterns, certaines figures psychologiques sont partagées par l'ensemble de l'humanité à travers les cultures et les époques. Ces patterns, il les appelait des archétypes. Et parmi les plus puissants, il y en avait un qu'il appelait la phénix ou, dans sa terminologie plus jungienne, le cycle mort-renaissance.
Ce cycle, tu l'as vécu. La femme que tu étais dans cette relation est morte. Pas physiquement, mais psychologiquement. Une partie de toi, une partie qui croyait qu'elle avait besoin de lui pour exister, qui avait organisé son identité autour de la relation, qui avait sacrifié des pans entiers d'elle-même pour maintenir la paix, cette partie-là est morte. Et dans cette mort, quelque chose de nouveau est né. Et voilà ce qui est profondément important, et que peu de gens te diront. Cette renaissance n'est pas seulement une résilience, ce n'est pas juste te relever et continuer, c'est une émergence vers un niveau de conscience que tu n'aurais peut-être jamais atteint sans être passé par là. Je ne dis pas que la souffrance était nécessaire, je dis que tu en as fait quelque chose de plus grand que la souffrance elle-même. Et ça, c'est l'archétype de la guerrière blessée qui devient sageuse. Un archétype que Jung avait reconnu dans les mythologies du monde entier. La femme qui a traversé les enfers et qui en revient avec une connaissance que ceux qui n'y sont pas descendus ne peuvent pas avoir. Tu portes cette connaissance et elle rayonne de toi d'une façon que tu ne vois peut-être pas encore entièrement, mais que lui, il voit et qu'il ne peut pas supporter de voir. Avant de te laisser partir avec tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, je veux te donner quelque chose de concret. Quelque chose que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, pour ancrer ce que tu as compris. Jung avait développé une pratique qu'il appelait l'imagination active, une façon de dialoguer avec les figures de son monde intérieur. Je te propose une version simplifiée, adaptée à ce que nous venons d'explorer. Ferme les yeux si tu peux, ou regarde simplement un point fixe devant toi et pose-toi cette question avec toute l'honnêteté et toute la douceur que tu peux mobiliser. Qui suis-je maintenant, indépendamment de lui, indépendamment de ce qu'il m'a dit que j'étais, indépendamment de la relation, de ses jugements, de ses projections? Laisse la réponse venir. Peut-être qu'elle vient en mots, peut-être en images, peut-être en sensations physiques, peut-être qu'elle est encore fragmentée et incomplète. C'est normal, elle continue à se former. Ce que tu perçois, là, dans cet espace entre la question et la réponse, c'est le début de ton soi authentique. C'est l'or dont parlaient les alchimistes de Jung, et il n'appartient qu'à toi. Aucune projection narcissique ne peut l'atteindre. Aucun regard hostile ne peut le ternir, aucun silence punitif, aucun gaslighting, aucune triangulation, aucun flying monkey ne peut l'effacer, parce qu'il est ancré dans quelque chose de plus profond que tout ça, dans la vérité de qui tu es réellement. Voilà ce que le narcissique voit en toi maintenant. Il voit une femme qui ne supplée plus, il voit un regard qui le connaît vraiment. Il voit une reconstruction de vie qui prouve qu'il n'était pas indispensable. Il voit un calme qu'il ne comprend pas et ne peut pas produire. Il voit une joie authentique qu'il ne peut pas atteindre. Il voit une identité autonome qui n'a plus besoin de lui pour exister. Et il voit, au fond, la femme qu'il aurait voulu être capable d'aimer et qu'il ne peut pas. Et tout cela, chaque élément de ce que tu es devenu, le détruit. Non pas comme une vengeance que tu as orchestrée, mais comme la conséquence naturelle, inévitable, mécanique de ta transformation. Jung avait écrit quelque chose que je te laisse emporter avec toi. Il avait dit que la rencontre avec soi-même est l'une des rencontres les plus difficiles qu'un être humain puisse faire, mais que ceux qui ont le courage de la faire, vraiment, profondément, honnêtement, en intégrant leur ombre et en retrouvant leur soi, deviennent des individus au sens plein du terme. Des êtres indivisibles, entiers. Tu es en train de devenir entière. Et tout ce qui est entier, tout ce qui est ancré dans la vérité authentique, brille d'une lumière que les êtres fragmentés ne peuvent pas soutenir. Pas par ta faute, par leur incapacité à soutenir la lumière. Continue de briller, pas pour lui, pour toi. Et maintenant, j'ai une question pour toi, une vraie question qui mérite une vraie réponse. Y a-t-il un moment précis où tu as réalisé que quelque chose avait changé en toi? Un moment où tu t'es surprise à réagir différemment de ce que tu aurais fait avant? Un moment où tu as senti que la femme d'avant n'était plus tout à fait là? Écris-le-moi dans les commentaires. Je lis tous les messages
Et ces témoignages ne sont pas juste utiles pour moi, ils sont précieux pour toutes les femmes dans cette communauté qui vivent peut-être le même moment, en ce moment même, et qui ont besoin de savoir que c'est possible, que cette transformation est réelle, qu'elle arrive vraiment. Ton histoire peut être la preuve qu'une autre femme attendait. Partage-la.